Bonjour, jusqu'où ira la guerre à Gaza? Alors que les 3/4 du territoire palestinien sont aujourd'hui contrôlés par Israël, près de la moitié de la ville de Gaza elle-même, Benyamin Netanyahou se dit déterminé à aller au bout. Oui, mais au bout de quoi? Quels sont les objectifs ultimes de l'armée israélienne, hormis un anéantissement du Hamas dont on peine à voir quelle forme il pourrait prendre? La libération des otages, elle, semble encore plus complexe à imaginer, si tant est qu'il s'agisse bien de ramener vivants ceux qui peuvent l'être. Et alors que les États-Unis n'ont semble-t-il pas abdiqué leur plan d'une Riviera au Proche-Orient, quel sort sera réservé aux plus de 2 millions de Gazaouis aujourd'hui menacés par la famine? Vous nous expliquerez, Vincent Lemire, spécialiste de l'histoire du conflit israélo-palestinien, ce qui vous a poussé à réclamer de la France qu'elle sanctionne Israël dans une tribune que vous avez co-signée voilà un mois dans le journal Le Monde, aux côtés de votre confrère historien, l'ancien ambassadeur d'Israël ici à Paris, Elie Barnavi. Je rappelle que vous êtes également le co-auteur d'un atlas historique du Moyen-Orient aux éditions Les Arènes. Mais voyons tout d'abord en images où en est la situation à Gaza, déclarée depuis maintenant une semaine zone de combat dangereuse. Les civils sont appelés à fuir. Problème, ils sont potentiellement jusqu'à 1 million en comptant tous les déplacés. À l'image d'Alia, jeune palestinienne de 11 ans, qu'a suivi pour nous une équipe de France Télévisions. Alia, 11 ans, fait partie des rares enfants de la ville de Gaza à vivre dans un immeuble qui tient toujours debout. Mais face à la pression de l'armée israélienne, cette petite fille s'apprête à quitter sa chambre et ses jouets contre son gré. Alia a déjà fait sa valise, préparé son sac et quelques vêtements. Ce n'était pas comme ça à Gaza avant, mais maintenant c'est la guerre. Tout le monde fuit, mais moi je ne veux pas partir. En attendant, à l'abri avec son père, Alia profite de derniers moments de complicité avec ses deux petites sœurs. Des images rares à Gaza, où le quotidien est fait d'angoisse et de privation. Heureusement, ils ont accès à un peu de soupe et un peu de riz pour manger. J'essaie de rassurer mes enfants, car grâce à Dieu, nous sommes encore ensemble. Soit nous vivrons, soit nous mourrons, mais nous serons ensemble, il faut tenir. Des dizaines d'habitants ont quitté hier la ville de Gaza pour le sud, où des milliers de civils se sont déjà réfugiés. Et nouveau mouvement vers le sud, Rafah, Khan Younes, Al-Mawassi, Vincent Lemire. On va vers une concentration extrême de population dans le sud de cette enclave palestinienne qui est déjà l'une des zones les plus densément peuplées sur la planète. Oui, c'est le but. Parce que pourquoi vers le sud de la bande de Gaza? Parce que c'est la frontière avec l'Égypte. Alors que le nord, c'est la frontière avec Israël. Donc Israël veut pousser ses populations vers le sud pour que, potentiellement, toute ou partie de cette population finissent par devoir s'enfuir vers l'Égypte si l'Égypte ouvrait ses frontières. Il faut dire que c'est déjà arrivé en 2024. Il y avait déjà une bonne partie de la population du Nord qui était partie vers le Sud. Il faut dire que 80% des habitants de Gaza sont des réfugiés ou des descendants de réfugiés. Donc voilà, ils ont d'une certaine manière l'histoire de ces déplacements. Si la guerre s'arrêtait, nul doute qu'ils reviendraient vers le nord et vers notamment la ville de Gaza, qui est vraiment le cœur de l'histoire de Gaza, le cœur de l'économie, des universités, etc. On va revenir sur les conditions de vie à Gaza, la famine notamment, mais dans cette tribune que vous avez co-signée avec Elie Barnavi le 5 août dernier, vous interpelliez le chef de l'État, Emmanuel Macron, en ces termes: Monsieur le Président, des sanctions immédiates ne sont pas imposées à Israël. Si des sanctions immédiates ne sont pas imposées à Israël, eh bien vous finirez par reconnaître un cimetière. La France qui s'engage à reconnaître un État de Palestine le 21 septembre prochain à l'Assemblée générale des Nations Unies entraîne à sa suite de nombreuses puissances occidentales. Ça ne suffit donc pas, d'après vous? Non, car on ne peut pas à la fois reconnaître un État et laisser mourir ses citoyens ou ses futurs citoyens. Il y a quelque chose d'incohérent, en fait. C'est bien de retracer une perspective politique, ça c'est pour le moyen-long terme, mais il faut aussi traiter l'urgence et le très très court terme. Il faut rappeler à nouveau les chiffres, plus de 60 000 morts à l'échelle d'une population de 2 millions d'habitants. En France, ça correspondrait à 2 millions de morts. 200 000 blessés et amputés, ça correspondrait en France à 6 millions de blessés et amputés et 60 millions de déplacés. C'est des chiffres qui sont vertigineux. Oui. Et puis il y a eu une étude qui est sortie la semaine dernière par le Guardian et un magazine israélien à partir des données chiffrées de l'armée israélienne qui nous montrent que 83% des morts à Gaza sont des civils. Ce sont des chiffres sans commune mesure avec tous les conflits récents. Le Soudan, c'est 23%. L'Ukraine, c'est 10%. La Syrie, c'était 25%. Donc, c'est des chiffres qui nous montrent que les civils ne sont pas des dégâts collatéraux, qui sont même
d'une certaine manière les cibles prioritaires. Et donc ça oblige le président français, s'il va reconnaître l'État de Palestine, il se doit de protéger ses citoyens. Alors, dans cette tribune, vous appelez à interdire l'accès au territoire européen aux membres du gouvernement israélien. Vous voulez aller plus loin, un embargo sur les armes, un embargo tout court, revoir l'accord commercial entre Israël et l'Union européenne ? Alors, l'embargo sur les armes, j'allais dire, l'Allemagne a fait le travail parce que l'armée israélienne, aujourd'hui, pour 2/3, c'est des armements états-uniens et pour 1/3, des armements allemands. Et l'Allemagne a annoncé le 6 août, donc au moment où on publiait cette tribune, un embargo sur les armes. Et ça, je peux vous dire que ça a fait énormément de bruit en Israël. D'abord parce que embargo sur les armes, et puis parce que ça venait d'Allemagne. Comme la Slovénie avant elle. Voilà. La France a déjà dit qu'elle ne livrerait pas d'armes de combat à Israël, mais de toute façon, elle en livre pas beaucoup. Donc voilà, l'accord d'association, le problème, c'est qu'il faut un consensus des 27. Donc c'est ça qui bloque, mais ça sert un peu de prétexte. Il y a aussi effectivement des sanctions dites souveraines que la France peut prendre en quelques heures. La Belgique vient d'annoncer 12 sanctions. Il y a quelques jours. La France peut faire la même chose. Interdiction de voyage pour les ministres du gouvernement, application stricte des mandats d'arrêt de la CPI. Ça veut dire arrestation de Benjamin Netanyahou ou de son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, si jamais il foulait le sol européen. Mais oui, s'il va sur le sol français. Même pour y négocier un éventuel accord de paix, comme la Suisse l'a promis, par exemple, à Vladimir Poutine. En Suisse, ce serait tout à fait logique. La Suisse a vocation à accueillir ce genre de sommet. Il y aurait d'autres... La question des visas est très importante parce que il y a une chose que craignent les Israéliens, et qu'ils soient de gauche, de droite, d'extrême droite, c'est l'isolement. Ils savent lire une carte et ils étouffent dans ce petit pays. Ils ont besoin souvent de se rentrer en Europe, etc. Aujourd'hui, les Israéliens qui viennent en Europe n'ont pas besoin de visa. Ils ont ce qu'on appelle un visa automatique. Si on réintroduisait une procédure de visa pour les citoyens israéliens, comme c'est le cas pour les Marocains ou les Algériens, je peux vous dire que immédiatement dans l'opinion publique israélienne, on se dirait une chose très simple. Ce qu'on fait à Gaza a un coût. Il va y avoir peut-être un prix à payer, pas seulement pour l'image internationale d'Israël ou pas seulement pour la grande diplomatie, mais pour notre vie quotidienne. Et la seule chose que craint Netanyahou, c'est son opinion publique. Vincent Lemire, l'Union européenne en est à son 18e paquet de sanctions contre la Russie. Ça n'a pas arrêté jusque-là. En quoi cela serait-il plus efficace envers Israël ? Ça n'aurait rien à voir parce que la Russie, c'est un pays subcontinental qui produit tout, qui fait ses navettes spatiales, ses voitures, son pétrole, sa nourriture, son blé, sa viande, tout. Donc ils peuvent supporter son charbon, enfin... Israël ne produit presque rien à part de la high-tech. Ils ne produisent pas de pétrole, ils ne produisent pas de voitures, ils ne produisent même pas de machines à laver, quoi. Donc, des sanctions commerciales auraient un effet extrêmement rapide sur la population d'Israël. Et c'est ça qu'on doit toucher aujourd'hui, c'est faire bouger l'opinion publique israélienne. Ça aurait non seulement des effets plus forts, mais beaucoup, beaucoup plus rapides. Je compte en heures ou en jours. La guerre, c'est aussi la guerre des mots. Une partie de la bande de Gaza est dans une situation de famine. C'est l'ONU qui le déclare très officiellement pour plus de 500 000 Gazaouis, malgré les dénégations israéliennes. Johanna Citruc. Devant cette soupe populaire, des habitants attendent en plein soleil, certains depuis des heures. Avec leurs casseroles et leurs bassines, les enfants s'impatientent. La nourriture est de plus en plus rare. On vit une famine depuis 2 ans. Qu'est-ce que les organisations veulent dire de plus ? On est en train de mourir de faim. On ne mange qu'une fois par jour. On n'a plus rien. Certains réussissent à acheter quelques grammes de farine pour faire du pain. Mais la plupart des produits sont aujourd'hui introuvables. Sur ce marché, il n'y a quasiment plus rien. Il y a beaucoup de produits qu'on ne trouve plus du tout, comme la viande. On n'en a pas eu depuis 4 ou 5 mois, peut-être même plus. Pareil pour les œufs, le lait. Pourtant, ce sont des aliments essentiels dont le corps a besoin pour fonctionner. Selon l'ONU, plus de 500 000 personnes souffriraient de famine. Ça représente près d'un quart des habitants de la bande de Gaza. En cause, le blocage de l'aide humanitaire par Israël. Les camions entrent au compte-gouttes dans l'enclave palestinienne. Cette situation est le résultat direct de la politique israélienne à Gaza. Pendant longtemps, aucune aide n'a pu entrer sur le territoire. Et lorsque les livraisons ont repris, c'était des quantités très limitées de nourriture et de matériel médical. De son côté, le gouvernement israélien continue de nier l'existence d'une famine à Gaza et accuse le Hamas de s'accaparer l'aide humanitaire livrée sur le territoire. Famine ou pas, provoquée par Israël ou bien par le Hamas, on le voit, les récits s'entrechoquent, Maya Neissiatagen.
Israël dénonce une fraude, un rapport écrit sur mesure pour, je cite, servir la campagne du Hamas. Ce rapport, c'est celui-ci qui est rédigé par l'IPC, c'est-à-dire l'organisme onusien en charge d'évaluer l'ampleur des crises alimentaires. Pour déclarer le statut de famine, il y a plusieurs critères qui ont été utilisés. Ces critères sont celui d'un niveau élevé de malnutrition sévère, un manque extrême de nourriture et un taux de mortalité élevé, un taux de mortalité lié à la faim. Pour affirmer le statut de famine, l'IPC a utilisé des données chiffrées, des données vérifiées et aussi des éléments contextuels. Mais Israël accuse justement l'IPC d'avoir manipulé les chiffres, d'avoir inventé des données, d'en avoir dissimulé d'autres et aurait même enfreint ses propres règles. Par exemple, un taux de malnutrition qui a suscité la controverse en Israël, car selon Israël, l'IPC aurait utilisé la mauvaise technique de calcul pour baisser artificiellement les seuils. En général, l'ONU utilise la méthode poids-taille, c'est-à-dire essaye de déterminer si un enfant fait le poids normal en fonction de sa taille. Mais cette fois-ci, à Gaza, l'IPC a dû mesurer, avec une languette que vous allez voir apparaître sur cette vidéo, a dû mesurer le tour de bras des enfants pour déterminer le niveau de malnutrition. C'est une méthode plus rapide, efficace, reconnue par l'OMS depuis 2009. Elle est régulièrement utilisée par l'ONU quand il y a un problème d'accès au terrain. Et c'est justement ce que dénonce l'ONU, l'accès au terrain. S'ils ont choisi la méthode du tour de bras, c'est parce que peser, mesurer un enfant, ça prend du temps et sous les bombes, chaque seconde compte. Vincent Lemire, dans votre tribune, vous qualifiez de snipers mercenaires les membres de l'organisation Fondation Humanitaire de Gaza qui exerce un monopole de fait sur la distribution de l'aide à Gaza. Il y a une volonté d'Israël d'utiliser la faim comme une arme de guerre? Bien sûr, il suffit de regarder la carte des points de distribution de cette fondation dite humanitaire. 3 points de distribution sur 4 sont situés à l'extrême sud de la bande de Gaza, alors que la population est largement concentrée au nord. Donc le but, c'est toujours le même, c'est ce dont vous avez parlé en ouverture de l'émission, déplacer la population vers le sud. Donc c'est bien utiliser la faim comme une arme de guerre et même comme une arme pour un nettoyage ethnique. C'est tout à fait clair, c'est tout à fait lisible. Il faut savoir qu'avant le lancement de cette fondation, il y avait plusieurs centaines de points de distribution organisés par les Nations Unies. On ne peut pas nourrir 2 millions de personnes avec 4 points de distribution. Vous vous rendez compte, ça veut dire 1 point de distribution pour 500 000 personnes. Tout le monde, tous les gens qui nous regardent peuvent se dire non, ça ne marchera pas, le chaos, il était prévisible. Des points de distribution dont aucun n'a vu son aide détournée par le Hamas, comme l'accuse Israël, qu'il dit même qu'il l'a détournée à l'aide onusienne de l'UNRWA. Bien sûr que oui, que le Hamas a détourné de l'aide, mais il continue de le faire. Il continue de le faire via les points de distribution. Et il s'enrichit beaucoup plus depuis la crise de la famine avec cette fameuse fondation. Pourquoi ? Parce que les prix au marché noir s'envolent littéralement. Et le Hamas a toujours de la nourriture. De toute façon, il en aura, quels que soient les moyens pour en récupérer. Le seul moyen d'assécher les finances du Hamas, c'est d'inonder la bande de Gaza avec de la nourriture. Immédiatement, les prix redescendent et le marché noir du Hamas est lui aussi pratiquement stoppé. Donc, voilà, on a l'impression que Netanyahou est un peu à court de mensonges aujourd'hui. Il ne se sort pas de cette situation, mais il y a un consensus international qui est quand même en train de se dessiner. Vous l'accusez de nettoyage ethnique, vous l'avez employé à l'instant. Ce terme, vous iriez jusqu'à reprendre à votre compte celui de génocide ? Écoutez, dans cette tribune qu'on a co-signée avec Eli Barnavi, c'est un ancien ambassadeur d'Israël en France. Il est citoyen israélien, c'est un patriote israélien, c'est un sioniste israélien. Il ne se considère pas du tout ni comme anti-sioniste, évidemment, ni comme post-sioniste. Et il a lui aussi repris à son compte ce terme-là. Ce terme-là, il est sérieux. Moi, je ne suis pas spécialiste du génocide. Contrairement à ce qu'a dit le président Macron, ce n'est pas aux historiens plus tard de déterminer s'il y a génocide, c'est aux juristes, c'est aux organisations non gouvernementales. Aujourd'hui, il y a un consensus absolument complet sur la question. Il y a intention génocidaire, parce que le nettoyage ethnique fait partie des crimes de génocide. Quand je vous dis que 83% des tués sont des civils, les seuls chiffres comparables, c'est le Rwanda, on était à un peu plus de 90%. Donc, il y a intention génocidaire, il y a des actions génocidaires, et ça, c'est aussi un deuxième argument pour demander des sanctions. Les États signataires de la Convention de 1948, qui s'appelle Convention sur la prévention du crime de génocide, ont obligation d'agir pour empêcher la commission du crime. Donc la France se doit de prendre des sanctions. Ce n'est pas seulement qu'elle en a le droit et la possibilité, elle doit le faire sans tarder, si possible avant la reconnaissance du 22 septembre.
Et du côté de la société israélienne, comment réagit-on à ces images, à cette guerre qui dure, avec le sort des otages à la clé, Stéphane Amar? Oui, le pays est bien sûr épuisé après près de 2 ans de guerre, la guerre la plus longue de l'histoire de l'État d'Israël, fondée en 1948 et de très loin. Alors il y a bien sûr l'épuisement des soldats au front face au Hamas, et puis il y a aussi les réservistes qui ont été mobilisés à nouveau massivement cette semaine pour participer à la conquête de la ville de Gaza, mais plusieurs d'entre eux ont refusé de se rendre à la mobilisation, soit pour des raisons idéologiques, soit tout simplement parce qu'ils se disent épuisés ou bien en difficulté professionnelle. Et puis enfin, il y a la société tout entière, les Israéliens qui voudraient en finir avec cette guerre et voir le retour des otages. Alors, ils sont divisés sur la stratégie à adopter. Une partie des Israéliens estiment qu'il faut en finir immédiatement avec un accord à tout prix, fût-ce au prix, comme le demande le Hamas, d'un retrait total des forces israéliennes de la bande de Gaza. Et puis d'autres soutiennent l'offensive lancée par Benyamin Netanyahou sur la ville de Gaza pour faire plier le Hamas et obtenir par la force le retour des otages et le départ du Hamas de la direction de la bande de Gaza. Le pays est donc divisé sur ce point. Pays divisé, Vincent Lemire, mouvement de contestation qui prend de l'ampleur, cap franchi dans la colère. On a l'impression d'entendre ça finalement depuis 3 ans, et même avant, quand il y avait la contestation sur le terrain judiciaire. Oui, et d'ailleurs, il y a plein de citoyens israéliens qui sont même, j'allais dire, divisés en eux-mêmes. Moi, je parle avec des amis israéliens, et on le voit avec des sondages aussi. 70% des Israéliens sont pour l'arrêt de la guerre, et en même temps, 75 à 80% des Israéliens soutiennent le plan Trump d'une Riviera à Gaza. Et on Benny voit pas comment... Gantz, l'opposant, qui propose une coalition à Benjamin Netanyahou. Donc, si vous voulez, on a une opinion publique qui est complètement en miettes, qui est complètement en morceaux. Vous avez raison, Benny Gantz a proposé une coalition alternative. Il y avait déjà eu d'autres propositions avant. Ça a été refusé par Netanyahou. Et là, il y a un élément à prendre en compte. On dit toujours que Netanyahou est le roi des tacticiens, et c'est vrai, mais c'est aussi un idéologue. C'est-à-dire que moi, je ne fais pas du tout partie de ceux qui pensent qu'il est l'otage de son extrême droite. Son extrême droite lui sert de poisson pilote pour mener à bien ses projets. Il est parfaitement à l'aise, en fait, avec ce qu'il fait. Et donc, non, il ne veut... La preuve par Benny Gantz qui lui donnait la possibilité, qui lui offrait la possibilité de se désarimer de l'extrême droite. Il ne l'a pas voulu. C'était arithmétique, et sa coalition, entendez-moi bien, aurait été beaucoup plus solide que la coalition actuelle, qui ne tient plus qu'à un fil, avec 2 petits députés, et peut-être même pas si les orthodoxes s'en vont. Donc, il avait une coalition... C'est un choix délibéré de Benjamin Netanyahou. C'est un choix délibéré, et voilà, on retrouve le Netanyahou idéologue, qui est en fait le véritable Netanyahou. Les États-Unis, par la voix de leur secrétaire d'État, Marco Rubio, disent que c'est au contraire la France qui, en annonçant son intention de reconnaître un État palestinien à l'Assemblée générale des Nations unies, ont cédé aux revendications du Hamas et donc l'ont poussé à rompre les négociations sur un éventuel cessez-le-feu avec Israël. Bon, alors c'est factuellement faux, parce que la déclaration du président Macron, elle intervient le jeudi 24 juillet au soir, et les négociations échouent le matin même. C'est Witkoff qui dit en fait le Hamas ne veut pas négocier et ça ne marchera pas. Et de fait, le président Macron a joué d'un effet de surprise. Personne ne s'y attendait. Donc factuellement, c'est faux. C'est dans l'autre sens que ça s'est passé. Et puis sur le fond, non, ça ne marche pas. Le Hamas ne demande pas la reconnaissance d'un État de Palestine dans les frontières de 67. Le Hamas veut un seul État palestinien de la mer au Jourdain. Donc ça ne marche pas. C'est une fois de plus un mensonge, mais voilà, qui cherche en fait à meubler un petit peu le paysage médiatique, rien de plus. Le risque, en tout cas, c'est de ne plus rien voir, ne rien savoir sur ce qui se passe à Gaza, tant les journalistes sont devenus à leur tour des victimes de guerre. 200 depuis le début du conflit, d'après Reporters sans frontières. Dernier en date, lors des frappes contre un hôpital, c'était fin août, des images commentées par Ambroise Boulez pour France 2. La scène est glaçante. Alors que des brancardiers portent secours après une frappe sur cet hôpital de Gaza, la cage d'escalier est pulvérisée. 8 minutes plus tôt, une première explosion venait de retentir au dernier étage. Un homme brandit le matériel d'un journaliste qui réalisait un tournage en direct. Au sol, ce soignant montre une blouse ensanglantée. Il est interrompu par la seconde frappe. Cette frappe-là était plus forte. Le jeune homme à côté de moi a été tué sur le coup. Le bilan est de 20 morts, selon la défense civile du Hamas, dont 5 journalistes. Ils collaboraient notamment avec les agences de presse Reuters et AP et la chaîne Al Jazeera. Selon un média israélien, des soldats disent avoir ciblé une caméra qu'ils pensaient utilisée par le Hamas, une version contestée par de hauts gradés. Plus tôt dans la journée, les troupes de l'armée israélienne ont mené une frappe dans la zone de l'hôpital Nasser. Tsahal regrette tout dommage causé à des personnes non impliquées et ne prend pas les journalistes pour cible en tant que tels.
Selon Reporters sans frontières, quelques 200 journalistes ont été tués depuis le début de la guerre à Gaza, dont une quarantaine dans des frappes ciblées. Vincent Lemire, fait inhabituel. Benyamin Netanyahou s'est excusé, il s'est pas excusé, il a déploré un incident tragique. Mais la plupart du temps, Israël invoque le fait que certains de ces journalistes employés comme pigistes ou fixeurs par les chaînes internationales sont instrumentalisés, voire même complices du Hamas. Est-ce que cet argument tient d'après vous ? Il y a de la désinformation du Hamas. Le meilleur moyen de la contrer, c'est d'ouvrir les frontières de Gaza aux journalistes internationaux, ce que ne fait pas Israël depuis 2 ans. Il vaut mieux noyer la désinformation dans une surinformation, finalement. Dans une information fiable et crédible, ce que ne veut pas, Israël. Et puis, non, alors il a même dit, oui, un accident tragique. C'est tout sauf un accident, parce que votre reportage l'a bien montré, cette fameuse double frappe, qui était peut-être d'ailleurs même une triple frappe, c'est une technique qui, en fait, l'accident, c'est que ça a été filmé. Mais c'est une technique en fait, qui est bien souvent utilisée par les Israéliens, qui a été inventée par les Russes d'ailleurs en Syrie. Pourquoi ça marche une double frappe ? Quand vous avez une première frappe sur un immeuble, il y a les morts et les blessés, mais sinon tous les autres civils s'en vont. Les seuls qui convergent vers le lieu de la frappe, ce sont les journalistes et les secouristes. Tout le monde peut le comprendre. Donc la deuxième frappe tue proportionnellement beaucoup plus de journalistes et de secouristes. Et c'est pour ça que quand on voit le nombre de morts aujourd'hui à Gaza, il y a en proportion énormément de journalistes et de secouristes. Ça n'est pas un accident, c'est une stratégie délibérée. Et 250 médias de plus de 70 pays ont protesté en affichant, c'était le 1er septembre, un écran noir en une pour s'indigner contre le meurtre de journalistes à Gaza. Il y a néanmoins une information dont la presse se fait l'écho, en l'occurrence le Washington Post, qui revient sur ce projet américain de Riviera au Proche-Orient qui semble lui donner crédit. Vincent Lemire, vous y croyez ? Vous pensez que les Américains poursuivent vraiment cette idée, et à supposer qu'elle soit réalisable, où iraient les quelques 2 millions ou plus de Palestiniens ? Mais il faut maintenant qu'on prenne au sérieux tous ces plans, parce que c'est vrai que depuis décembre 2023, Bezalel Smotrich, Netanyahou lui-même, beaucoup de ministres du cabinet de sécurité, en fait, ont annoncé qu'ils voulaient expulser les 2 millions d'habitants de la bande de Gaza. Et ce n'est pas pour en faire un jardin potager, c'est évidemment pour, derrière, reconstruire et en faire un hub commercial. Avec l'appui des Américains, d'après vous ? Avec l'appui des Américains, avec l'appui de l'administration Trump. Où iraient les 2 millions d'habitants de Gaza ? En Égypte. Mais l'Égypte ne le veut pas. C'est la ligne diplomatique de l'Égypte depuis la Seconde Guerre mondiale. Si vous regardez la carte, il y a plein de réfugiés en Jordanie, de réfugiés palestiniens en Jordanie. Il y en a plein au Liban, il y en a plein en Syrie. Vous regardez, il n'y en a pratiquement pas en Égypte. Donc c'est une ligne rouge, mais une vraie ligne rouge pour l'Égypte. On ne voit absolument pas, y compris le pouvoir autocratique égyptien aujourd'hui, céder sur ce point-là. Oui, pas de raison où cela se passe. Sans aller jusque-là, Benyamin Netanyahou pose comme une condition à l'arrêt de la guerre l'installation à Gaza d'une administration alternative qui ne serait ni celle du Hamas, ni celle de l'autorité palestinienne et qui fonctionnerait côte à côte avec Israël. Qui pourrait assumer ce rôle, d'après vous ? Les seuls qui pourraient assumer ce rôle, c'est l'armée israélienne. Et les seuls qui sont sincères et crédibles dans cette affaire, c'est les militaires israéliens qui, depuis quelques semaines, nous disent si ça continue, il va falloir qu'on administre militairement la bande de Gaza. Eux, ils savent très bien. Personne d'autre ne pourra le faire. Le plan alternatif, c'est le plan français, le plan franco-saoudien présenté à l'ONU. C'est cette fameuse mission de stabilisation. Ce ne serait pas des casques bleus, parce que casques bleus, il faudrait un vote unanime du Conseil de sécurité et on aura le veto états-unien. Mais ce serait, on va dire, une coalition ad hoc avec des Saoudiens, avec des Qataris. On sait qu'aujourd'hui, il y a des forces palestiniennes qui sont formées en Égypte, du côté de la frontière avec Gaza, qui sont formés en Jordanie. Donc cette mission de stabilisation qui serait finalement avalisée ensuite par l'ONU, elle est tout à fait possible et celle-là, elle est crédible. Mais on ne voit pas bien une administration qui ne soit ni Hamas ni l'autorité palestinienne, mais donc ce serait une administration étrangère. On sait très bien comment ça se termine. Ça se termine par l'Irak, ça se termine par l'Afghanistan. Donc c'est pas une solution crédible, une fois de plus. Quelle différence en tout cas avec la politique officielle d'Israël. Il y a 20 ans, en 2005, Ariel Sharon décidait le retrait unilatéral d'Israël de la bande de Gaza et l'évacuation de 8000 colons israéliens, souvent par la force. Voyez les images à l'époque. Il y a 20 ans, quelques 8000 colons juifs sont évacués du Gush Katif, un regroupement de colonies au sud de la bande de Gaza, illégal aux yeux du droit international. Ces Israéliens, pour la plupart des fondamentalistes religieux, sont installés depuis la fin de la guerre des 6 jours en 1967. Mais cette implantation, cible récurrente des tirs de roquettes du Hamas, a fini par être trop coûteuse en termes sécuritaires pour l'État hébreu.
entrepris par le gouvernement de droite d'Ariel Sharon. Ce retrait est alors soutenu par une majorité d'Israéliens. Mais pour les colons, c'est un véritable coup de poignard. C'est incroyable. Personne ne peut faire ça. Personne n'expulse son propre peuple. Israël n'a pas le droit de faire ça. Un tournant aussi pour l'extrême droite religieuse israélienne. Son objectif désormais, peser davantage au sein de l'État hébreu. Son succès arrive en 2022, lorsque Benyamin Netanyahou nomme 2 colons extrémistes à des postes clés du gouvernement, Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich. Portés de plus en plus par la droite traditionnelle, leurs idées se sont normalisées, notamment depuis le 7 octobre et l'attaque du Hamas. Selon un récent sondage de l'Institut Mahagar Moshot, 76% des Israéliens estiment que le retrait unilatéral de la bande de Gaza en 2005 a été une erreur. Mais si le débat est relancé, une recolonisation de l'enclave ne fait pas aujourd'hui consensus au sein de la société israélienne. Voilà, vous l'avez entendu, c'est ce retrait de Gaza en 2005 qui aurait fait le lit des attentats du 7 octobre, pour résumer la pensée d'une partie de la droite nationaliste israélienne. Vincent Lemire. Non, mais vous avez dit le mot, ce qui a fait le lit du Hamas, c'est un retrait unilatéral, non coordonné avec l'autorité palestinienne, et une politique plus que bienveillante des gouvernements de droite israéliens envers le Hamas. L'ennemi, c'est l'autorité palestinienne, parce que l'ennemi, c'est l'État de Palestine. Donc voilà, ce qui est certain, c'est que la recolonisation de Gaza, effectivement, est à l'agenda de l'extrême droite israélienne aujourd'hui. Les 8000 colons à Gaza en 2005, presque 800 000 colons aujourd'hui en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. On se rend compte de l'ampleur de la problématique. Merci beaucoup Vincent Lemire. Je rappelle que vous êtes le co-auteur d'un atlas historique du Moyen-Orient aux éditions Les Arènes. C'est la fin du monde dans tous ses états. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là sur notre site internet france24.com.